Bonjour à tous, 50e Octogone, ça va faire plus de 2 ans maintenant qu'on fait cette revue de presse. Je crois que d'abord c'était tous les mois, ensuite on est passé à toutes les 2 semaines. Et puis voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre et je vous en remercie. Et bien sûr, on a beaucoup de choses au menu aujourd'hui en matière de revue de presse. On a la politique intérieure aux États-Unis, les élections imminentes, on a les frappes israéliennes sur l'Iran et les échanges entre les deux pays. On a aussi le sommet des BRICS à Kazan qui fera l'objet d'un sujet à part avec un spécialiste qui s'est rendu sur place et qui pourra en particulier nous faire part des discrépance, comme on dit en mathématiques, concernant la couverture médiatique de cet événement, avec nos tout petits médias parisiens qui sont vraiment de plus en plus minuscules idéologiquement. C'est assez terrifiant de voir qu'on a vraiment affaire à 10 000 personnes qui se, pardonnez-moi, s'astiquent le nombril, bien sûr, hein, pas autre chose, entre eux et elles, et qui comprennent absolument rien à ce qui se passe dans le monde, mais qui aimeraient imposer leur vision. Enfin, c'est cette espèce d'esprit abracadabra. À savoir, j'essaie de créer la réalité à mesure que j'en parle. Bon, le sommet des BRICS, c'est un tournant géopolitique majeur avec des réflexions et des plans d'action sur les moyens de paiement. C'est Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui s'y est rendu, et c'est ça bien sûr qui a fait pousser des cris d'orfraie absolus à tous ces petits cercles parisiens assez ridicules et déliquescents. On le voit, on a vraiment un côté, enfin depuis les Jeux Olympiques, c'est devenu encore plus clair, mais on sait que dans certaines villes françaises, on aime bien essayer de s'aligner sur le parisianisme. Ça vous donne le délire de Lilith là, qui circule dans les rues de Toulouse. Je veux dire, on est sur un niveau de ridicule qui est par tout un tas de pseudo-initiés, de gens qui pensent vraiment, qui ont un frisson dans le dos à dire je fais de l'initiation, je pratique les arts occultes, je fais des choses impressionnantes. C'est pathétique, vraiment. Mais c'est ça qui justifie l'Octogone, c'est à travers ce fumier de pathétique que finalement l'Octogone trouve sa raison d'être, à savoir des revues de presse de journalistes citoyens autonomes qui vous informent sur les événements qui se déroulent. Et puis, comme souvent, là je veux qu'on ouvre vraiment sur la gratitude. J'arrête pas de vous dire après Octogone que vous avez un groupe de personnes déterminées, efficaces, secrètes, qui œuvrent pour éviter une troisième guerre mondiale partout dans le monde. À l'origine, c'était une des grandes missions des soufis. Vous savez, les soufis, une de leurs missions principales, c'est d'éviter que l'humanité s'autodétruise. C'est vraiment une de leurs missions principales. Éviter que l'humanité ne s'autodétruise. Ce qui signifie que vous aviez des soufis dans les questions de sûreté nucléaire, bien sûr dans les questions diplomatiques, et parfois même par influence extérieure. C'est un niveau d'influence, le soufisme, la plupart des gens ne maîtrisent pas, surtout les gens très matérialistes, ne peuvent pas comprendre dans quelle mesure cette confrérie, cette organisation qui a vu passer des empires, qui a vu passer Gengis Khan, Tamerlan, les chevaliers teutoniques, l'Empire espagnol, bien sûr, la conquête des Amériques, etc., et plusieurs guerres mondiales, et a effectué sa mission de façon déterminée pour empêcher que les humains s'autodétruisent. Et vous avez des gens éveillés spirituellement dans tous les pays qui travaillent à ça. Et la façon dont on a atteint un niveau de funambulisme diplomatique entre l'Iran et Israël aujourd'hui témoigne de ce que ce groupe de personnes travaille. Et travaille bien. Est-ce que ce sera assez? J'en sais rien. Mais c'est vraiment important de souligner, quand on fait du journalisme citoyen, que ce qui nous remonte, bien sûr, c'est ce qui est anxiogène, c'est la peur. Et puis, vous vous rappelez que quand il y a des catastrophes, on a tout un tas de vautours journalistiques qui s'en régalent. Enfin, vous savez très bien que quand il y avait eu le 11 septembre, David Pujadas s'était réjoui, s'était frotté les mains, parce qu'il savait très bien que toute la région allait rentrer en guerre, que les États-Unis allaient utiliser cet événement pour remodeler le Moyen-Orient. Que bien sûr Netanyahou s'en frotterait les mains aussi, puisque ça lui permettrait de déstabiliser tous les pays dangereux, non pas pour son pays, mais pour lui, dans la région. Et c'est un biais qu'on peut avoir quand on fait du journalisme, de se frotter les mains, quand il y a de la saloperie, de la mauvaise nouvelle, toujours ouvrir sur « on va tous crever, vous allez voir, c'est horrible », etc. Oui, il y a des risques, bien sûr. Oui, là, à l'heure où je parle, la Russie a fait savoir qu'elle menait de nouveaux exercices d'essais nucléaires, enfin des exercices de réaction nucléaire.
Mais c'est en essence tant mieux, puisque la guerre nucléaire, en fait, c'est justement plus on en parle que moins on la fait. Et c'est que quand on fait ces exercices, qu'on peut donner plus de mou, plus de souplesse à une réponse. Parce que vous avez beaucoup de gens qui aimeraient avoir une réponse tout de suite directe, totale. En gros, on fait tout péter, enfin, l'escalade totale. Et je sais que même quelqu'un que j'ai eu l'honneur d'avoir sur ma chaîne et qui a fait des très beaux sujets, notamment sur le Liban et sur Grozny, avait fait une analyse du film Opération Espadon pour dire que c'était ça la réponse qu'il fallait avoir, qu'en gros, bien sûr, il fallait toujours être dans la surréaction et dans la réaction disproportionnée pour dissuader l'adversaire. Et la réaction disproportionnée maximale, c'est la guerre nucléaire, enfin c'est une ogive. Et en matière de théorie des jeux, on sait que c'est mathématiquement incorrect, que se donner un maximum de souplesse dans sa réponse vous permet de minimiser le nombre de morts et vous permet évidemment de minimiser vos pertes à vous, c'est vos morts, même en supposant que ce soit uniquement les pertes de votre camp qui vous intéressent, ce qui peut sembler relativement normal pour beaucoup de pays. Eh bien, la réponse disproportionnée immédiate n'est pas indiquée, en particulier quand on a de la profondeur stratégique, comme c'est le cas de la Russie. Moins quand on n'a pas de profondeur stratégique, comme c'est le cas d'Israël. C'est-à-dire le Liban n'a pas de profondeur stratégique non plus. Je ne l'ai pas connu fréquemment avoir des réponses complètement disproportionnées aux attaques dont il faisait l'objet, même si certains pourraient dire oui, mais le Liban n'en a pas les moyens. S'il en avait, bien sûr, il répondrait de façon disproportionnée. J'avais ouvert l'octogone précédent en vous disant qu'il est de l'avis de cette rédaction que l'Iran est devenu une puissance nucléaire, en tout cas qu'elle possède des armes de destruction massive. Elle a fait savoir qu'elle considérait posséder des armes meilleures que les armes nucléaires. En tout cas, elle a des missiles hyper manœuvrants et hypersoniques. Et le tremblement de terre, enfin l'anomalie sismique qui a eu lieu il y a quelques semaines, ressemble extrêmement fortement à un essai nucléaire souterrain. Maintenant, Netanyahou veut la guerre. Il veut entraîner Israël dans une guerre complète. C'est la seule façon de justifier ce qu'il a fait à Gaza. Parce qu'aujourd'hui, même des gens qui sont quand même plutôt des faucons, comme Yair Lapid, l'agresse en continu, aussi bien sur Gaza, pas seulement en lui disant qu'il détruit les intérêts de son pays, ce qui est vrai, ce qui est complètement vrai. Netanyahou est un monstre pour les intérêts nationaux de son pays. Mais au-delà de ça, ils disent, mais regardez, parce que humainement, c'est quand même là, on va 180 000 morts, on a vu des jeunes gens brûlés vifs dans un hôpital, des jeunes gens qui étaient soignés. Ce jeune Chaban, qui était un beau jeune homme plein d'avenir, qui a été brûlé vif, on l'entend hurler, c'est absolument affreux. Et ça, bien sûr, c'est pas Netanyahou en personne qui va en être comptable, parce que c'est une personne physique, ça va, ça vient, ça meurt. Il va en rendre comptable la totalité des Israéliens et partant la totalité des Juifs sur terre. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, parce que ce qu'il veut, c'est créer un état de menace permanente pour justifier ses plans, qui sont injustifiables politiquement. Ces plans ne peuvent être justifiés que religieusement, peuvent être justifiés que dans la peur, dans la terreur aussi, que dans l'idée de dire, regardez, on va tous mourir, nous, les Israéliens, et au sens plus vaste, les Juifs, on va tous mourir si on n'est pas équipé d'eux, si la prophétie ne s'accomplit pas, notre analyse de la prophétie, si notre vision de nos frontières ne s'accomplit pas. Et cette vision, bien sûr, est indéfendable à la Knesset, complètement indéfendable. Donc, pour la défendre, Netanyahou a besoin d'une guerre totale, il a besoin d'enflammer toute la région, il a besoin de faire ce qu'on appelle une ordalie, de convoquer une ordalie, un jugement par le destin. Et c'est pas le seul à vouloir convoquer un jugement par le destin. Vous avez aussi, bien sûr, des extrémistes dans l'autre camp qui veulent provoquer un jugement par le destin et qui sont très contents de ce qui se passe, qui aimeraient aussi qu'il y ait une escalade, bien sûr, parce qu'ils veulent convoquer une ordalie. Simplement, un camp se dit l'ordalie ira bien sûr dans notre sens, parce que Dieu reconnaîtra les siens. Et puis l'autre camp, celui de Netanyahou, celui des sionistes révisionnistes, se dit évidemment, ça va de soi que Dieu est de notre côté, donc en cas d'ordalie, il reconnaîtra les siens aussi. Et bien voilà, je voulais ouvrir cet octogone sur le fait que non, Dieu reconnaît les siens en effet, mais les siens sont les gens de paix, quel que soit leur pays, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur doctrine politique. Les siens sont les gens de paix. Et parfois, Dieu, ce qu'on appelle Dieu, peut utiliser des gens. Alors on le sait dans les religions abrahamiques, où il y a le mythe d'Al-Khidr pour les Arabes, pour les musulmans, il y a Saint Georges pour les chrétiens, il y a Elijah pour les Juifs.
Et bien sûr, il y a le thème de Barabbas, hein, le thème des voleurs avec lesquels Jésus se fait crucifier dans le christianisme. Le Seigneur utilise des gens que la société peut avoir discrédités ou avoir condamnés. Le Seigneur peut utiliser un Lucky Luciano pour épargner plus de 100 000 vies humaines, en le sortant de prison par des voies providentielles et en faisant de lui l'architecte, en tout cas la source de renseignement principale du débarquement allié en Sicile. Et ça a donné, bien sûr, chez les chrétiens ce terme « les voies du Seigneur sont impénétrables ». Et c'est assez exact, c'est-à-dire que la sourate de la caverne dans le Coran dit exactement ça. Enfin, on a ce prophète, Elijah pour les juifs, Al-Khizr pour les musulmans, qui est plus sage que Moïse et qui sait exactement où commence le mal, où finit le bien. Et c'est le seul. Moïse, avec sa connaissance limitée de la loi, c'est le prophète de la loi, c'est l'étape de la loi, ne peut pas comprendre la sagesse supérieure d'Al-Khizr parce que lui sait où commence le mal, où finit le bien, de façon entrelacée, complexe, délicate, comme un écheveau. Et si Dieu doit reconnaître les siens, c'est dans les gens de paix. Et c'est dans ces gens qui travaillent. Enfin, regardez le miracle que c'est, honnêtement. Vous croyez que Netanyahou voulait qu'il y ait seulement quelques frappes israéliennes en Iran? Vous croyez vraiment que Netanyahou voulait que l'Iran frappât Israël sans faire le moindre mort? Vous croyez vraiment que ça, c'est ce que Netanyahou voulait? Et partant, les sionistes révisionnistes, c'est ça qu'ils voulaient, vous pensez? Il y a... Et ils ont des moyens. Vous savez que ces gens ont des moyens considérables d'influence. Enfin, il suffit de regarder, là, tout dernièrement, le juge de la Cour internationale de justice qui vient, on vient de lui trouver un cadavre dans le placard, des accusations plus ou moins fondées de méconduite sexuelle. Enfin, voilà, bon, le voilà hors circuit. Hein, il a dû se dessaisir de ce cas. Enfin, on sait que les gens qui veulent la guerre et qui veulent une ordalie complète dans tous les camps sont très organisés matériellement. Mais les gens qui veulent la paix et qui travaillent en secret, humblement, sont là aussi. Et comme je ne connais pas beaucoup de médias qui vont vous parler d'eux, vous n'avez en général dans les médias que ceux qui vont choisir leur camp. C'est-à-dire, c'est très simple. Hein. On a le grand méchant sionisme d'un côté, le gentil antisioniste de l'autre, si on est, bien sûr, pro-palestinien, ou qu'on essaie de se faire passer pour pro-palestinien, parce que ça aussi, c'est un autre débat. Et puis, bon, en Israël, on a le grand méchant antisionisme qui veut tous nous exterminer, les juifs, et côté, on a le gentil sionisme qui est la peau d'Israël, qui protège et qui fait en sorte que plus jamais ça, qu'il n'y aura plus jamais d'holocauste parce qu'on a le gentil sionisme qui protège. Bon. Puis on se rend compte que les choses sont bien, bien plus complexes que ça. Mais dans les médias, on n'a que ces deux représentations-là. C'est-à-dire, dans les deux cas, c'est l'ordalie. C'est, nous voulons une ordalie antisioniste, qu'Israël disparaisse complètement, parce que c'est un État qui massacre les Palestiniens, et c'est vrai, c'est vrai. Ce qui se passe à Gaza est absolument abominable et atroce. Et c'est bien Israël qui en est responsable. Ça, c'est pas le bon Dieu, c'est pas tombé du ciel. Enfin, c'est l'État israélien, par son gouvernement actuel, qui a tué plus de 180 000 Palestiniens aujourd'hui, des femmes, des enfants, des vieillards, et brûle vivant des gens. Alors, certes, en réponse au 7 octobre, mais bon, ça, le compte des morts, a priori, va pas pouvoir justifier ça très longtemps. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Je veux dire, on est sous les 1000 morts pour le 7 octobre, 180 000 morts en réponse. C'est quand même peut-être un peu disproportionné, n'est-ce pas? Et puis donc, de l'autre côté, dire voilà, ces salopards de Palestiniens, regardez, ils veulent notre mort. Enfin, ils font partie d'un axe complet avec le Hezbollah, avec les Houthis, qui veulent notre mort, à nous les Israéliens, à nous les Juifs, qui veulent nous exterminer. D'ailleurs, on le voit, le Hezbollah veut nous exterminer, les Houthis veulent nous exterminer. Donc, il faut les exterminer eux, parce que c'est eux ou nous. Et fondamentalement, il n'y a que ces deux voies dans la sphère médiatique. Vous ne trouverez que ces deux voies. Et où elles mènent ces deux voies? À l'ordalie. À l'ordalie, à la confrontation militaire, un des deux doit perdre complètement. Un des deux doit être exterminé. Les Palestiniens ou Israël. Un des deux doit être exterminé. Et ces deux points de vue-là représentent, je ne pourrais pas vous dire, mais 95% des rédactions. Simplement, en Occident, on est dans la dualité des rédactions qui vous disent, bon, il faut... Alors, on utilise tout un tas de vocabulaire varié et chéri, hein, finir le travail. Finir le travail, ça veut dire envoyer 500 000 Gazaouis au Canada, envoyer 500 000 Gazaouis au Congo, etc., jusqu'à ce que la notion même de Gazaoui n'existe plus, c'est la définition même d'un génocide. Bon, ça s'appelle finir le travail. Ça, c'est ce que vont présenter beaucoup de rédactions en France, notamment, aux États-Unis aussi. Bon.
Et puis, bon, bah, dans l'autre camp, il faut finir le travail aussi. C'est-à-dire, évidemment, rayer Israël de la carte. En tout cas, pas le rayer, mais bon, soit créer un État mononational, enfin, pardon, un seul État, mais un État binational, du coup. Sauf qu'avec ce qui se passe en Afrique du Sud, il faudrait... Enfin, je ne sais même pas comment c'est possible, en fait, vu qu'Israël est une puissance nucléaire. L'Afrique du Sud ne l'était pas. Elle avait commencé à faire des essais nucléaires, elle était en voie d'obtenir l'arme nucléaire, mais en 1994, l'Afrique du Sud ne pouvait pas utiliser, puis surtout n'avait pas l'option Samson dans sa doctrine, qui était de dire si jamais on nous force la main, on fera tout péter, y compris nous-mêmes. Alors qu'Israël a ça. Si demain, Israël devait se retrouver dans une situation où on lui forcerait la main de devenir un seul État binational, Israël aurait des gens en son sein qui seraient prêts à l'autodétruire, à la bombe atomique, à rayer le Moyen-Orient à la bombe atomique. Et bon, on a des cas comme ça ailleurs. Hein. Je veux dire, la Russie a des dispositifs de main morte qui sont avec des coordonnées précalculées, enfin pré-rentrées, où dans certaines conditions, si jamais les ordinateurs considèrent que Moscou est tombé et qu'il n'existe plus de président de la Fédération de Russie, bah, comme ça, sans forcément savoir si c'était Washington, on se dira quand même, a priori c'est Washington, Washington sauterait. Mais peut-être aussi la Chine. Enfin, les dispositifs de main morte de la Russie, on ne sait pas exactement qui ils viseraient. Hein. Enfin, on peut être sûr que ce serait Washington, ça fait pas le moindre doute, mais toutes les coordonnées qui sont pré-rentrées, ça, c'est complètement secret défense. Enfin, on ne sait absolument pas. Mais ça ressemble un peu à l'option Samson, d'ailleurs. Poutine avait dit un monde où la Russie n'existerait pas, est-ce que ça vaudrait vraiment le coup d'exister ? Donc ça laisse quand même entendre que c'est comme l'option Samson, c'est-à-dire qu'on serait capable de détruire tout le monde, ou en tout cas tout l'hémisphère nord, ce qui détruirait quand même par ricochet une bonne partie de l'hémisphère sud. Donc il n'y a pas que Lord Ali ou Lord Ali, le choix du destin ou le choix du destin. C'est-à-dire vite, il faut une guerre. Il faut une guerre qui impliquera Israël et qui sera totale. Bah, les sionistes révisionnistes veulent ça. Il faut une guerre qui impliquera Israël et on en sortira gagnant parce que Dieu reconnaîtra les siens et que Lord Ali sera en notre faveur. Les faucons dans l'autre camp, il faut une guerre. Comme ça détruira Israël et Dieu reconnaîtra les siens et c'est nous qui en sortirons triomphants. Eh bien, vous avez apparemment une troisième voie qui transcende les deux camps et qui cherche à ce que cette guerre n'ait pas lieu. Est-ce que ce camp va gagner ? Je ne peux pas vous le dire. Mais j'ouvre clairement l'octogone là-dessus. Donc 8 frappes israéliennes s'abattent sur l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche. Bon, c'est déjà passé ça, bien sûr. Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant avait annoncé une riposte mortelle, précise et surprenante aux 200 missiles envoyés sur Israël par l'Iran ce 1er octobre. Elle a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 octobre. Le communiqué de presse de l'armée israélienne précise le régiment iranien et ses alliés dans la région n'ont eu de cesse d'attaquer Israël depuis le 7 octobre. Blablabla. Sur cette fronde, on des attaques depuis le sol iranien. L'État d'Israël a le droit et le devoir de répondre. Bon, ça c'est normal, c'est un communiqué de presse israélien. Israël menace de faire, je cite, payer un prix élevé à l'Iran en cas de riposte. Téhéran revendique pour sa part le droit et le devoir de se défendre contre les actes d'agression étrangers. Cette escalade inquiète les instances internationales qui voient une guerre d'usure. Israël répond que ces missiles étaient une menace directe et immédiate pour les citoyens d'Israël. Alors, Rafael Mariano Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, appelle à la prudence et à la retenue concernant des actions qui pourraient mettre en danger la sécurité des matières nucléaires et autres matières radioactives. Les centres de recherche nucléaires iraniens n'ont pas été impactés, nous dit Rafael Mariano Grossi. Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, estime qu'Israël a réalisé un coup médiatique et politique et non militaire, et c'est exact. C'est exact et c'est bien. C'est très bien de réaliser des coups médiatiques et politiques et pas militaires. C'est très bien. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU dénonce ce vendredi les crimes atroces de l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza. Le Qatar, Israël et les États-Unis se réunissaient dimanche à Doha, évoquant une possible trêve à Gaza. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi demande un cessez-le-feu de 48 heures et l'échange de 4 otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Enfin, l'agence nationale libanaise et l'AFP TV parlent d'explosions dans le sud de Beyrouth. 8 frappes sont évoquées sur le pays, dont 2 raids menés par l'aviation ennemie israélienne sur Aret Haik. Dimanche 27 octobre, le ministère de la Santé libanais avait également fait un premier rapport sur les pertes et faisait état de 21 civils morts dans la ville de Saïda, ainsi que dans les quartiers d'Aret Saïda, Ain Baal et Bourj al-Chemali. Le Chemali, pardon. 21 civils morts, Israël n'a aucun mandat pour les faire, mais c'est toujours cette idée du droit à se défendre.
Mais bon, pour l'instant, on aurait pu avoir une pire escalade. En parlant de quoi, on a aussi une escalade militaire entre la Chine et Taïwan, et on en reparlera un peu davantage. J'ai gardé aussi quelques points. D'abord, l'Iran a reçu une licence de la Russie pour produire des Sukhoi 35 et des Sukhoi 30, qui seront donc des chasseurs de 5e génération, c'est-à-dire devant le Rafale, en termes d'avancée technique. Et également, la Chine, donc Xi Jinping a déclaré la Chine va continuer à développer des relations amicales avec l'Iran. Ça peut être un moyen de désescalade aussi. Donc ça, c'est le Global News qui nous en parle. Vous avez d'ailleurs une théorie de l'attaque avortée sur lesquelles je voulais un peu revenir, concernant l'attaque israélienne sur l'Iran. Alors ça, c'est Armchair Warlord qui nous en parle sur X. Je vous recommande vraiment ce compte. Je vous lis ce qu'il a écrit. Je suspecte que ce qui s'est passé en Iran était une attaque avortée. Les forces aériennes iraniennes, israéliennes, ont utilisé donc du SID, Suppression of Enemy Air Defense, donc ce sont des missiles qui sont envoyés par des avions et qui cherchent des radars, devaient paver la voie à une attaque de F-35 avec des bombes conventionnelles, et ça a échoué. Le battlefield, le Battle Damage Assessment de l'Iran dit qu'un MiM-23 Hawk a été détruit dans la zone de Téhéran. D'après Armchair Warlord, ce serait un incident de tir, parce que ce sont des missiles très vieux, ça date du Shah. Ça semble spéculatif quand même selon lui. Apparemment, 4 soldats iraniens ont été tués pendant l'attaque, mais les circonstances de leur mort, ou peut-être est-ce qu'ils sont vraiment en Iran ou stationnés en Syrie, sont pour l'instant pas très clairs. Donc, le point de vue de Armchair Warlord, c'est que vous avez eu une tentative de faire de l'acide, dans laquelle Israël était très bon au départ, avec la fameuse opération Mole Cricket, qui date de la guerre d'octobre, si je ne me trompe pas. Cricket Mole, ça doit dater de ça, qui était donc une première grande opération israélienne de SID, de Suppression of Enemy Air Defense, ou de Wild Weasel, donc le fait d'avoir un avion qui accroche les radars et qui balance des missiles anti-radars pour détruire les sites de défense anti-aérien. Donc ça, c'est une information qui me semble importante, parce que, en effet, la théorie de l'attaque avortée me semble crédible, et je voulais vraiment la souligner. En tout cas, c'était une frappe spécialement concertée avec les US, mesurée, précise, preuve qu'Israël a les moyens de cela. Et oui, que dans l'arsenal, pendant très longtemps, on nous a dit « Mais non, si Gaza est rasé, c'est parce qu'il faut finir le boulot, c'est parce que c'est la seule façon d'exterminer le Hamas. » Eh ben non, en fait, pas du tout. Et Israël a démontré à plusieurs reprises avoir à sa disposition un arsenal précis, chirurgical, puisque le terme est à la mode depuis 40 ans, chirurgical, mais c'est vrai. Les moyens israéliens incluent des scalpels. On l'a vu avec l'attaque des beepers, on l'a vu avec d'autres attaques. Et là, en l'occurrence, ces frappes sur l'Iran étaient extraordinairement précises. Ce qui montre bien que c'était faisable. Maintenant, Netanyahou, lui, veut raser Gaza. Il l'a fait d'ailleurs. Il a rasé Gaza, est inhabitable pour l'instant. Netanyahou veut raser Gaza et a fait 2 millions d'exodes, de réfugiés dans un ghetto de gravats avec des tentes. Mais il avait le choix. Maintenant, on peut analyser ça de plein de façons différentes. Vous pouvez vous dire, c'est monstrueux. C'est vrai que c'est monstrueux, bien sûr. Netanyahou est monstrueux. Mais vous pouvez vous dire, attendez, ça signifie quand même qu'en Israël, il y a des gens qui auraient refusé ça. S'il a dû utiliser l'idée qu'il n'avait pas le choix, et il continue à l'utiliser, mais devant même les Israéliens. On me dirait oui, devant les médias français, ça c'est de l'influence, c'est de la manipulation, c'est classique. Mais devant même les partis politiques israéliens. Et même en off, pas seulement. Vous pourrez me dire, oui, mais si c'est à la Knesset, c'est normal, c'est de la politique. Alors il essaye de surtout pas dire les choses, mais tout le monde le sait. Non, parce que là même en secret, on voit que il y a des choses qui ont fuité qui nous montrent bien que Netanyahou a dû convaincre son état-major, qui d'ailleurs ne le suit pas toujours, et convaincre des gens en leur disant « Bon, vous voyez bien qu'on n'a pas le choix. » En fait, si, il y a le choix. Et c'est absolument marquant, ce fait-là. Mais il y a aussi,
en quelque sorte derrière une bonne nouvelle. Donc, qu'on ait l'Iran qui soit de plus en plus armé, qui était bien sûr au sommet des BRICS, un autre Battle Damage Assessment sur les frappes iraniennes d'ailleurs que je voulais vous faire. Ça nous vient donc de Michael Walterson, qui est un autre compte que je vous recommande de suivre sur X, qui vous présente une brève analyse de la riposte israélienne. D'après les sources iraniennes, les moyens de défense israéliens sont efficaces. Ils arrivent à abattre la plupart des missiles. Toutes les explosions près de Téhéran étaient de missiles SAM qui détruisaient donc des missiles israéliens, disent-ils. On doit bien sûr attendre les photos. Alors il nous montre un petit peu ce thread sur le Battle Damage Assessment. Donc c'est Michael Walterson, qui parle aussi très bien de l'Ukraine. Hein. Je tiens à vous préciser de ça. Donc il conclut que les frappes israéliennes sont bien plus limitées que prévu, ce qui est une surprise, et une bonne surprise. Il faut se rappeler aussi que Washington a fuité des éléments de cette attaque. Donc à Washington aussi, on a des agents qui travaillent pour la paix. Et j'insiste sur le caractère un peu providentiel de tout ça, c'est-à-dire des agents qui peuvent être... dont le passé peut être sombre, dont le passé peut être mauvais, qui peuvent être des gens qui ont dit des saloperies, qui ont fait des saloperies, comme c'était le cas de Lucky Luciano pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui vont devenir, par la force des choses, des instruments de la Providence dans cette lutte entre ceux qui veulent la guerre et ceux qui veulent la paix. Et ça, bon, c'est quelque chose qui me fascine. Je dois vraiment vous le souligner. Donc c'est marrant parce que Michael Walterson disait à la fin qu'il était irrité, bon avec humour, hein, c'est pas un salopard, d'avoir passé toute sa nuit blanche à surveiller les frappes en Iran et de voir qu'elles étaient mineures. Il nous dit bien sûr après qu'il est ravi et qu'au contraire, mais c'est marrant de voir en effet cette notion presque comme avec un Pujadas qui se réjouissait de ce qu'allait suivre pour le 11 septembre. Aussi, une autre analyse de Patar Rames, qui est un autre compte Twitter intéressant, qui nous dit que, en effet, le point que voulait faire Israël était de montrer à l'Iran qu'il avait les moyens de le frapper nucléairement, que certains de ses missiles passeraient et que ces missiles pourraient être équipés de têtes nucléaires. L'Iran a déclaré qu'elle ne répondrait pas à l'attaque israélienne. Et ça, c'est un gros problème pour Netanyahou. C'est bien pour ça que Netanyahou a fait jouer les attaques du Hezbollah sur sa résidence personnelle comme moyen politique de déclarer qu'il ferait une autre attaque, qu'il mènerait une autre attaque sur Israël, sur l'Iran. Bon, l'Iran, elle, a dit qu'elle ne répondrait pas à cette attaque. La Russie met en garde Israël de ce qu'une attaque pourrait mener à une réaction explosive. Alors quand la Russie vous met en garde, là c'est pas pareil, c'est pas comme quand c'est Macron, vous voyez. Quand c'est Vladimir Poutine, dont l'ancien très proche collaborateur de Netanyahou et ancien patron du Mossad, Yossi Cohen, disait qu'il est là jusqu'en 2035 et que c'est pas prêt de changer. Enfin, les Israéliens prennent Poutine extrêmement au sérieux. Ils ne prennent certainement pas Macron au sérieux, et certainement moins les Allemands au sérieux non plus. Hein. Mais la Poutine, ils le prennent extrêmement au sérieux. Et ça, c'est un triomphe de sa diplomatie et de ses moyens, bien sûr. Ensuite, on parlera un petit peu plus de Trump. Alors, je voulais juste... oui, en effet, alors, le chef suprême de l'Iran, des rumeurs circulent disant qu'il est sérieusement malade. Ça nous est rapporté par Mario Naoufal. L'ayatollah Khamenei, qui est le chef suprême de l'Iran depuis 1989, donc ça fera bientôt 40 ans, et dans de très mauvaises conditions à 85 ans. Khamenei, donc le pouvoir de Khamenei a traversé plusieurs grands moments de la vie iranienne, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est lui qui a consolidé les gardes révolutionnaires, ça pourrait en effet, si jamais il devait se retirer, laisser la place à des gens qui tireraient davantage sur le spectre des colombes que des faucons. Et ça aussi, ce serait une bonne chose. Enfin, bon, là on parlera de
de Trump plus tard. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Cela dit, les Houthis ont dévoilé un nouveau sous-marin, un nouveau drone sous-marin, Al-Qaria, donc démontrant bien qu'ils peuvent continuer à couper la circulation maritime dans le golfe d'Aden à leur convenance. Et l'Iran vient d'interdire les téléphones Motorola, qui sont populaires en Iran. Motorola, bien sûr, qui avait travaillé avec la CIA à Scottsdale, en Arizona, un grand centre de recherche pour ça. Bien sûr, à la suite des explosions des pagers au Liban, ce qui devrait amener l'Iran à se fournir davantage en Chine avec des voies d'approvisionnement vérifiables, et pas avec des licenciés. Donc, je vous disais, Israël approuve une autre attaque à la suite de l'attaque du Hezbollah contre la maison Netanyahou, mais je ne pense pas que ça pourrait aller très loin parce que Netanyahou pourrait pas justifier une escalade totale juste pour ça. Et d'ailleurs, utiliser cela, si vous voulez, ça serait aussi donner du grain à moudre à ses ennemis au sein de la politique israélienne, parce qu'ils lui diraient, voilà, c'est une politique personnelle que vous menez, ils auraient raison. Et vous ne pouvez pas entraîner tout le pays là-dedans. Ok, alors, parlons donc de Taïwan maintenant. Exercice militaire à Taïwan, la Chine prépare son armée à une guerre imminente. La télévision centrale de Chine diffusait le message du chef d'État chinois: l'armée devrait accroître son entraînement et sa préparation à la guerre et s'assurer que les troupes disposent de solides capacités de combat. Il entend améliorer leur capacité de dissuasion stratégique et de combat. Le 14 octobre, des opérations militaires d'envergure étaient observées autour de Taïwan. Selon CCTV, l'objectif de Xi reste de sauvegarder fermement la sécurité stratégique et les intérêts fondamentaux du pays. Alors, dans la même foulée, les Chinois ont démontré leur fameux carrier killer, donc leur missile, ont testé leur nouveau missile qui est fait pour détruire des porte-avions, qui s'appelle le DF-27. C'est un missile hypersonique qui peut atteindre les 5000 miles et avoir une grande manœuvrabilité à la dernière minute, ce qui le rend quasiment impossible à intercepter. Dans des wargames, à plusieurs reprises, il pouvait couler les porte-avions américains avec une grande fiabilité, laissant les radars complètement désemparés. La US Navy essaie de développer des variantes des Patriots qui soient hypersoniques aussi, et de les déployer sur les bateaux. Mais maintenant, on a d'autres solutions que les Chinois ont à leur portée pour couler des porte-avions américains. Donc, c'est pas du tout anodin, tout ça. Alors, ensuite, parlons des élections de Donald Trump. Parce que là, l'élection, vous voyez, c'est gentil, pas les élections américaines, mais Donald Trump dans les élections. Alors d'abord, il a donné cette interview à Joe Rogan. Joe Rogan qui avait proposé à Kamala Harris aussi de faire cette interview, sauf que les démocrates ont été bien plus exigeants, ont exigé que Joe Rogan vienne à Washington, vienne voir Kamala Harris, et Joe Rogan a dit non, écoutez, j'ai le podcast le plus écouté au monde, c'est à vous de venir, et puis surtout, si Trump est venu, c'est à vous de venir aussi, quoi. Donc il a reçu Trump, son podcast va être un des plus vus de toute l'histoire du podcast, avec déjà plus de 30 millions de vues en quelques jours. Et le podcast le plus vu de Joe Rogan, c'est 60 millions de vues à travers toute son histoire. C'est un podcast qui a été un peu censuré par Google. Ils ont tenté de le shadowban, on l'a vu. Et ce shadowban était... ils se sont fait prendre, comme d'habitude, ce qu'on appelle Rig Tech. Et également, on sait que Google est un des plus gros donateurs, et le plus gros donateur même de la campagne de Kamala Harris. Et dans le même temps, Jeff Bezos a fait valoir au Washington Post qu'il ne devrait pas continuer à soutenir Kamala Harris. Alors ça a donné lieu à des démissions au Washington Post, ça a donné lieu à des désabonnements, plus de 200 000. 200 000 en France, évidemment, ça vous coule un journal, ça va de soi. Mais Jeff Bezos a tenu bon, et ce qui prouve bien qu'il a le sentiment que c'est Trump qui va être élu. Alors, dans les nouvelles, certains disent que la loi martiale pourrait être passée pour empêcher à Trump de prendre le pouvoir, que s'il devait être élu, on pourrait organiser des attaques sous faux drapeau, des false flags,
On voit déjà d'ailleurs des points de collection de scrutin, de bulletins qui sont brûlés, sachant que les bulletins sont envoyés par la poste aux États-Unis, c'est le mail-in ballot. Bien sûr, beaucoup de gens recommandent d'aller physiquement se rendre aux urnes, hein, ça me semble tout à fait logique. Enfin, en démocratie, c'est ça qu'il faut faire. Mais pour l'instant, des rumeurs circulent auprès de différentes rédactions, dont celle de Redacted, bien sûr, un ancien de Fox News, qu'un false flag pourrait avoir lieu, et ce sont même d'anciens informateurs du FBI, ou d'anciens même lanceurs d'alerte du FBI, donc des hauts fonctionnaires américains, qui disent, voilà, il est tout à fait envisageable que les États-Unis, que l'État profond fasse un coup d'État en décrétant la loi martiale à la faveur de l'un ou l'autre false flag, après les élections, une fois le scrutin validé pour Trump. Il reste plusieurs mois avant qu'il prête serment à nouveau et qu'il soit président. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être en effet envisageable. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller très particulièrement. Ah oui, j'avais oublié avant de passer davantage sur Trump, il y avait un autre thread très intéressant de Morsin Ali sur Twitter sur un battle damage assessment. Les rapports indiquent donc des attaques israéliennes sur l'Iran, que Israël a d'abord frappé les défenses aériennes, donc c'était ça la cible, ça je vous l'ai déjà dit. Donc ils ont utilisé l'espace aérien jordanien et irakien pour frapper les radars militaires en Irak, en Syrie, pour éviter donc d'être trop détectés à l'avance, et pour ne pas aussi avoir à rentrer dans l'espace aérien iranien. Les sources israéliennes rapportent que 20 sites ont été frappés en Iran, ce qui suggère qu'Israël a décidé de répondre, donc, bien sûr, aux attaques du 1er octobre. Le commandement de la défense aérienne iranien a confirmé que des centres militaires spécifiques dans la province de Téhéran, du Kazakhstan et d'Ilam ont été frappés. Mais ils ont reconnu que même s'ils ont reconnu que certaines de ces cibles ont été frappées, ils ont décrit les dégâts comme limités. Donc Téhéran n'a pas vraiment confirmé le Battle Damage Assessment à ce niveau. L'Iran a formellement confirmé la mort de 2 officiers, donc armés, pas gardiens de la Révolution. Le major Hamzeh Jahandided et le sergent, qui n'est pas officier du coup, sergent Mohamed Mehdi Shaho Khifar. Tous les deux servaient dans la base de défense du Khouzestan, et en effet, c'était la question dont on avait parlé tout à l'heure, de savoir si c'était pas un incident de tir des missiles Hawk. Malgré ces admissions, les médias iraniens ont largement amorti l'incident, hein, indiquant que l'Iran n'aurait même pas à répondre tellement c'était faible comme attaque. Les attaques de missiles sur Téhéran sont sans précédent en effet. C'est vrai que ça n'était pas arrivé même depuis la guerre en Irak, même pendant la guerre en Irak, puisque l'Iran n'avait pas été frappé. Certains experts disent qu'Israël pourrait tester un modèle libanais avec l'Iran, faire des petites opérations, mais c'est-à-dire traverser les lignes rouges à chaque fois, vous voyez, lentement, pour essayer de créer une confrontation. C'est ça le modèle libanais, et je pense que c'est le cas, c'est ce que Netanyahou voudrait. En effet, certaines preuves semblent démontrer cette hypothèse. Les attaques ont été concentrées sur les moyens de défense iraniens, encore une fois. Mais en effet, le point le plus important, c'est que selon le succès qu'elles ont rencontré, les Israéliens pourraient recommencer ou pas. Et c'est là que la livraison d'armes russes à l'Iran est extrêmement importante. Parce que faire de la suppression of enemy air defense avec des S-400, c'est virtuellement impossible. Et là, autant il y a eu de la suppression of enemy air defense sur des Hawk, qui sont donc des plateformes qui ont 50 ans. Hein, elles ont été achetées par le Shah d'Iran avant la révolution culturelle, avant la révolution islamique iranienne. C'est pas du tout pareil avec des systèmes russes qui sont faits spécifiquement pour ne pas pouvoir être pris par de la suppression of enemy air defense. Les USA ont joué un rôle majeur dans la limitation de la réponse israélienne, c'est exact. Notamment en donnant donc de l'information aux Iraniens, mais aussi en armant bien sûr, en déployant davantage de F-16 suréquipés. Malgré des semaines de préparation,
et le fait que Israël avait télégraphié ses intentions, les systèmes de défense iraniens ont quand même pu être ciblés assez facilement, ce qui justifie encore plus l'importance d'avoir des armes russes dans la région. Donc un des points très très importants qu'il faut retenir, c'est justement ça, c'est que les systèmes de défense que les Russes veulent livrer à l'Iran sont particulièrement plus appréciés à la suite de cette attaque. Ça, c'est un point très important. Je reviens donc sur Trump. Il est en tête dans les sites de Paris, dans les sondages, les médias. Alors on voit le niveau ridicule, enfin, c'est complètement fou. On atteint un niveau où on le compare à Hitler. Bon, ça, vous savez, c'était déjà le cas avant, mais maintenant on dit, enfin, ça atteint un niveau de ridicule que, comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Enfin, il a fait un meeting à Madison Square Garden, oh mon Dieu, comme beaucoup de présidents américains l'ont fait, dont Kennedy d'ailleurs. Et ils ont dit, Madison Square Garden, c'est un endroit où le parti nazi of America s'est réuni dans le temps, donc ça prouve que Trump est un nazi, ça va de soi. Donc, avec ce raisonnement, Mohamed Ali est un nazi aussi, puisqu'il a combattu à Madison Square Garden, il a même fait des concerts. Donc oui, puisqu'il chantait à une époque, quand il n'avait pas le droit de faire de la boxe, il pouvait chanter. C'est pathétique, quoi. Mais c'est en un sens un thermomètre assez marquant de ce que Trump va gagner. Et je rappelle d'ailleurs que plusieurs organisations musulmanes ont déclaré leur soutien à Trump. Vous avez plusieurs leaders de la communauté musulmane aux États-Unis, notamment en Pennsylvanie, qui ont dit « Nous, en tant que musulmans, sommes dans le camp du président Trump parce qu'il a promis la paix et pas la guerre. » Et c'est vrai que son premier mandat a démontré que malgré toutes les attaques qu'il avait reçues, toutes les tentatives de destitution, il était capable de livrer cette promesse. Nous soutenons Donald Trump parce qu'il s'est engagé à mettre fin au conflit aussi bien au Moyen-Orient qu'en Ukraine. Donc on a plusieurs, aussi bien imams que chefs politiques d'associations musulmanes aux États-Unis qui ont soutenu Donald Trump et ils n'ont pas été la cible d'attaques d'autres organisations musulmanes. Ça n'a pas, si vous voulez, divisé la communauté musulmane aux États-Unis qui ne croit pas aux vaines promesses de Kamala Harris. Donc ça, c'est un point très important. Et c'est assez marrant de voir que quand je parlais de l'interview chez Joe Rogan, dans le même temps où Trump faisait 30 millions de vues, Kamala, avec son émission Call Her Daddy, n'arrivait même pas à faire le million de vues. Donc là aussi, on voit que Kamala, c'est vraiment un pantin, quoi. C'est pas quelqu'un de sérieux. Et ça me semble... Ça me semble tout à fait clair. Donc, je reprends juste la dépêche. Là, c'est Fox News qui en parle. Trump, je ne sais pas si vous aviez imaginé ça, qu'un jour, on vous dirait, sur Fox News, vous liriez qu'un président républicain serait soutenu par les organisations de musulmans réunis en politique, qui agiteraient le 47, l'idée que Trump serait le 47e président des États-Unis, puisqu'il en a été le 45e. Ça c'est dans le Michigan, partons pas. Ça c'est une dépêche qui parle du Michigan. Ont soutenu le président Trump à un meeting. C'est tout à fait intéressant. Trump speaking in a crowd in Novi, donc à Novi, Michigan, un samedi, a appelé le groupe de leaders musulmans hautement respectés avant de les amener sur scène. Là aussi, imaginez que l'électorat de Trump a applaudi des leaders musulmans. Ça, c'est quand même impressionnant. Enfin, je veux dire, rappelez-vous du temps de Bush, c'était inenvisageable, ce genre de truc. Donc, je voulais vraiment terminer la version publique de l'Octogone là-dessus, à savoir qu'on a Donald Trump qui a fait venir des leaders d'organisations musulmanes aux États-Unis sur l'estrade, qui s'en est félicité, que le public les a salués et qu'ils ont dit « Nous soutenons Trump parce qu'il a fait ses preuves en matière de paix ». C'est vrai. C'est vrai. Cependant que CNN ou autre vous parle de Trump qui est comparé à Hitler parce qu'il était au Madison Square Garden, vous avez notamment le maire de Hamtramck, donc c'est une ville aux États-Unis, Amer Khalib, 43 ans, qui a fait savoir qu'il soutiendrait Trump. Donc ça, c'est quand même extrêmement impressionnant et ça va vous créer toute une organisation de musulmans au sein du parti républicain, ce qui me semble extrêmement intéressant pour la paix, parce que vous pourrez avoir des discussions au plus haut niveau entre les pro-israéliens et les pro-musulmans au sein du parti républicain. Et ça, pour la diplomatie américaine, c'est quelque chose d'extrêmement bon. Donc je vais
terminé la partie publique de l'Octogone là-dessus. On se retrouve pour les abonnés avec les informations financières notamment, les nouvelles du sommet des BRICS. Et bien sûr, hein, donc pourquoi Tesla a pris 20%, pourquoi là le Bitcoin a l'air d'être prêt à pumper, et tout un tas d'autres informations de cette nature.